Alors on va commencer. Donc bonjour à tous. Merci d'être venus à cette deuxième séance des leçons, cette deuxième leçon du mardi du cycle transformé en zone de turbulence. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Estèbe, géographe, enseignant à Sciences Po et au CNAM, qui va nous parler un peu de cette histoire tumultueuse, turbulente peut-être, de rapport entre ville et campagne. Le thème de sa conférence, c'est la métropolisation, une chance pour la campagne, point d'interrogation. Donc on est très heureux de l'accueillir et on va donc commencer comme d'habitude, donc une présentation de sa part pour commencer un peu à calibrer, à concrétiser un peu cette question du rapport ville-campagne. Et ensuite, un échange assez ouvert avec vous. On va essayer de faire un peu mieux que la dernière fois, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de temps pour les questions. Mais c'est ce qu'on a un petit peu discuté ensemble. On va essayer d'organiser un peu une conversation entre nous et Philippe Estèbe. Donc merci, je n'introduis pas plus longtemps et je vous passe la parole immédiatement. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Alors, en plus, c'est pas moi qui ai donné le titre, donc je suis en service commandé. J'ai un sujet de dissertation qui est donc la métropolisation, une chance pour la campagne. J'ai 1 heure pour le traiter, à la suite de quoi le jury pourra donner son verdict. Alors, bon, cela dit, je pense que une des raisons pour lesquelles vous m'avez collé ce sujet, c'est parce que bon, j'ai un peu travaillé sur la question. Donc, je crois que j'ai quand même des éléments pour répondre au sujet. Alors, je voudrais commencer tout de suite par cette image. Donc, c'est une image satellite de la pollution lumineuse en Europe. Et je trouve que quand on parle du rapport ville-campagne, ça vaut vraiment la peine de jeter un œil à ce type d'image, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une carte d'identité. Cette pollution lumineuse, en fait, elle nous donne une indication sur les densités. Et c'est d'autant plus intéressant que là, on a la possibilité de faire une comparaison instantanée de l'Europe de l'Ouest, où on voit, me semble-t-il, la position très, très spécifique du territoire français en termes de densité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ce qu'on appelait autrefois la banane bleue, c'est-à-dire le sud de l'Angleterre, les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne, l'est de l'Allemagne et le nord de l'Italie, où on est dans un territoire qui est hyper urbain, hyper dense, et qui est, en gros, ce qu'on appelle aujourd'hui le cœur de l'Union, où on a, je ne sais plus, enfin, je crois que c'est 40% du PIB de l'Union européenne qui est produit dans cet espace-là. Vous avez de l'autre côté, de manière très contrastée, vous avez l'Espagne et la péninsule ibérique, où vous voyez des fortes concentrations de densité sur les côtes, l'étoile madrilène au centre, et autour des espaces qui sont quasiment désertiques. Enfin, désertiques au sens où on ne voit pas de point lumineux. Il y a toujours quelqu'un, évidemment, mais il n'y a quand même pas grand monde. Et quand vous regardez la France est dans une situation complètement intermédiaire du point de vue des densités. C'est-à-dire que, hormis l'Île-de-France, on voit quelques bougies qui s'allument, qui sont justement les métropoles. Et vous voyez, c'est un territoire qui est assez faiblement éclairé, mais néanmoins, il n'y a pas de taches sombres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désert, d'une certaine façon, en France. Et donc, on pourrait dire que la spécificité du territoire français, c'est sa faible densité. Et effectivement, en moyenne, dans les pays voisins, on est à peu près à environ 200 habitants au kilomètre carré. En France, on est à 110 habitants au kilomètre carré. Donc on a une densité moyenne qui est 2 fois moindre que la densité moyenne des pays voisins. Mais qu'en même temps, cette faible densité est très répartie dans le territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, si vous voulez, mais il y a un peu de monde partout. Et je pense que c'est ça la question de fond du rapport urbain-rural en France. Parce que vous comprenez bien que quand vous êtes en Italie du Nord, par exemple,
le pays béni de la Ligue lombarde, Vénète, etc. Quand vous êtes en Italie du Nord, le rapport urbain-rural ne se pose pas. C'est-à-dire que vous êtes en fait dans une conurbation, hein, dans un espace dans lequel finalement le rural est interstitiel et joue éventuellement, on a de l'agriculture importante sur la plaine du Pô, mais elle est complètement intégrée dans un système métropolisé. De la même manière, quand vous êtes dans les Pays-Bas, en Allemagne du Nord ou même en Allemagne rhénane et en Angleterre du Sud-Ouest, de la même façon, votre espace rural, en réalité, il est d'une certaine manière complètement arraisonné ou domestiqué par l'espace urbain. Et donc, du coup, gérer le territoire ou administrer le territoire, vous administrez, si j'ose dire, en même temps le territoire urbain et le territoire rural. J'y reviendrai. Inversement, en Espagne, d'une certaine façon, vous pouvez faire si j'ose dire, des impasses territoriales. C'est-à-dire, vous pouvez dire au fond, allez, si je prends le plateau de Castille, vous voyez, Don Quichotte, Sancho Panza, etc., la Mancha, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un quadrillage de services, de trains, d'autocars, de gares, de postes, d'écoles, etc., etc. Non, d'une certaine manière. Hein, vous avez, au fond, une certaine marge de manœuvre. Quand je dis vous, je vous mets à la place des gouvernants ou des aménageurs. Vous avez une certaine marge de manœuvre qui va vous permettre plutôt, vous aider à concentrer dans un certain nombre de points des services essentiels sans avoir besoin de les répartir sur le territoire. La France est donc dans un état exactement intermédiaire. C'est-à-dire que d'un côté, il est assez difficile dans le territoire français de faire des économies d'échelle telles qu'on peut le faire dans les territoires de très forte densité. Alors encore une fois, économie d'échelle en termes de services collectifs, infrastructures, etc. Et de l'autre, comme il y a un peu de monde partout, il n'est pas possible non plus de dire, enfin si, en fait il est possible, mais ça soulève évidemment des montagnes et des levées de boucliers terribles, il n'est pas vraiment possible de dire là on va fermer. On va fermer parce qu'il y a toujours quelqu'un. Alors, je vous donne juste un exemple hein, pour bien prendre conscience de ce que sont ces contrastes de densité. Nous avons en France et en Allemagne la même population d'âge scolaire, 10-11 millions d'élèves. En France, pour desservir 10 millions d'élèves, on a besoin de 2 fois plus de bâtiments scolaires qu'en Allemagne. Ce n'est pas que les Allemands soient plus vertueux, c'est qu'ils sont plus denses. Et nous, comme notre population est dispersée, évidemment, l'investissement public pour assurer la desserte de ce territoire est considérablement plus élevé que dans des territoires de forte densité. Pourquoi est-ce que le train marche super bien on le voit là, vous voyez, pourquoi les Suisses sont super bons en train si j'ose dire. Pourquoi le système ferroviaire suisse fonctionne de manière satisfaisante. Voilà, je le tourne en français correct. Vous voyez la Suisse, au nord des Alpes. Hein, bon, ben vous avez un linéaire de population, c'est ce qu'on appelle le plateau suisse, où les principales villes de Suisse sont alignées, et du coup, vous pouvez faire fonctionner le train comme un métro, de manière cadencée, en étant à peu près assuré que l'emport moyen dans chacune des rames sera bonne et permettra une rentabilité. Du coup, on a un report modal de l'ordre de 25%. Enfin, la part modale du train en Suisse, c'est 25% du nombre de kilomètres parcourus total dans l'année. En France, on tourne autour de 10-12%. Donc, avantage, vous voyez, de ce que c'est que la densité, et en même temps, si j'ose dire, fardeau collectif de la faible densité. D'où la question rurale. Dans les pays de très forte densité, tous ces pays-là ont connu, au début des années 1970, des réformes territoriales assez drastiques, qui a fait chuter de manière dramatique le nombre de communes. C'est-à-dire que tous ces pays avaient à peu près la même géographie historique que la France, hein, c'est-à-dire des communes qui ressemblaient beaucoup aux paroisses de l'Ancien Régime, et elles ont diminué le nombre de communes par 2, par 3, etc. Donc vous avez aujourd'hui 16 000 communes en Allemagne,
pour une population de 80 millions d'habitants. Vous en avez 8000 en Italie, et vous en avez 400 en Angleterre. 400 juridictions de base en Angleterre. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une réforme territoriale de ce type? Eh bien, il se passe que politiquement, on fait disparaître l'espace rural. Parce qu'en fait, on fait des intégrations communales qui incorporent en réalité l'espace rural à la juridiction urbaine ou à l'autorité urbaine. Donc ces pays-là, en faisant leur réforme territoriale, ont fait disparaître politiquement l'espace rural. En France, au même moment, en 1972, le ministre de l'Intérieur, Marcellin, d'heureuse mémoire, a fait voter une loi incitant à la fusion de communes. Résultat des courses, il y a eu 800 fusions de communes et 900 défusions de communes, puisque la loi autorisait aussi des défusions et qu'un certain nombre de villes avaient incorporé des communes périphériques qui en ont profité pour se séparer. Alors, on dit pourquoi? Alors pourquoi? Ça fait toujours rigoler en France, les 36 000 communes, etc., etc. Mais quand on voit la densité, on comprend. C'est-à-dire que autant vous pouvez administrer un espace assez considérable à partir de Milan ou du Grand Londres, autant c'est extrêmement difficile d'administrer l'espace français à partir de quelques métropoles. Puisque vous allez vous retrouver de toute façon, avec si vous voulez récupérer de la population, avec des territoires de plus en plus étendus qui vont avoir finalement l'échelle d'une région avant la réforme. Et donc, cette permanence de l'espace politique rural, elle est liée à toute une histoire sur laquelle je vais revenir, mais elle est surtout liée à cette configuration de la population qui fait que la dimension d'administration de proximité en France demande un quadrillage assez fin, qu'on ne retrouve pas au même degré dans les pays voisins. Alors, ce qui est intéressant, enfin, je ne sais pas si c'est intéressant, ce que j'ai à raconter plutôt, voilà, ce que j'ai en magasin, c'est pourquoi en étant arrivé là. Voilà, pourquoi en étant arrivé là. C'est-à-dire, pourquoi cette configuration? C'est une question, alors là, pour le coup, d'autant plus intéressante que quand vous prenez la situation démographique de ces pays-là, moins l'Espagne, à la fin du XVIIIe siècle, c'est la France qui est le pays le plus peuplé d'Europe et qui est sur une tendance, au cours du XVIIIe siècle, démographique très dynamique. Et puis nous avons, au cours du XIXe siècle, ce que les démographes appellent une transition démographique, mais assez brutale en France, fait que les Français arrêtent pratiquement, non pas de faire des bébés, mais en tout cas d'en faire beaucoup, ce qui fait que la population française stagne et reste pendant tout le XIXe siècle autour de 25 millions, 28 millions, monte très lentement, on arrive à 30 millions à la fin du XIXe siècle, alors que tous les pays voisins, eux, connaissent un boom démographique au XIXe siècle, boom démographique qui fait que la population va doubler ou tripler dans certains cas. L'Allemagne, l'Angleterre, etc. arrivent à... L'Allemagne fait 60 millions d'habitants en 1870. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous avons été battus, parce qu'ils étaient plus nombreux en 1870, et qu'après 1870, les régimes français au pouvoir ont lancé des politiques natalistes avec comme objectif de battre l'Allemagne au prochain coup, donc de faire des bébés pour les envoyer au front et pour... voilà. Non mais je plaisante pas, hein, c'est vrai ce que... Enfin, si, c'est vrai ce que je raconte. Alors... Que se passe-t-il quand vous avez... d'un côté, croissance démographique et de l'autre, stagnation démographique. Alors, croissance démographique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'au bout d'un certain temps, les campagnes se retrouvent très peuplées. Et que donc, d'une manière assez mécanique, ça entraîne ce qu'on appelle en France, avec des sanglots dans la voix, l'exode rural. Ah, l'exode rural.
c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu Heimat, les premiers épisodes, hein, bon, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est surpopulation rurale avec des problèmes, y compris d'alimentation, de disette, de pauvreté, et donc exode, on va remplir les villes. Dans certains pays, ça s'est fait même avant, dès le XVIIe siècle en Angleterre. La monarchie encourage la concentration des manufactures dans les villes, interdit la distribution de ce qu'on appelle les métiers à tisser, hein, dans les fermes, ce qui fait que ça coupe le pied d'une certaine façon à l'industrie rurale naissante, et donc favorise les regroupements urbains. Ce qui fait qu'on voit apparaître dès le XVIIIe siècle en Angleterre, dès le XIXe siècle en Allemagne ou en Italie du Nord, la figure de la ville industrielle qui attire dans des manufactures une main-d'œuvre nombreuse. En France, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de croissance démographique. Donc, en fait, on reste assez à l'aise à la campagne. Alors, on reste d'autant plus à l'aise à la campagne qu'il s'est passé en France un phénomène particulier, qui est la Révolution française, qui a eu pour effet quand même de distribuer pas mal de terres aux paysans. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un profil très particulier en France, qui n'est pas le cas ni en Italie du Nord, ni en Allemagne, ni en Angleterre, celle du petit paysan parcellaire propriétaire, qui reste attaché à son territoire. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, si vous l'avez déjà lu, relisez-le, 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, de Karl Marx, où il explique que le passage sur lequel les républicains français se sont arrachés les cheveux, si je peux dire, le passage de la Révolution de 48 au Second Empire, c'est-à-dire l'acceptation massive du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, c'est essentiellement le fait de ces paysans parcellaires dans une logique de réaction contre, au fond, ce qu'on pourrait appeler les prémices du socialisme urbain, ce qu'on appelait à l'époque les partageux, c'est-à-dire la peur, en fait, de la petite propriété paysanne. Enfin, c'est l'analyse de Marx, hein, la peur de la petite propriété. Non, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas, mais bon, je n'ai pas les moyens de vérifier de toute façon, mais je trouve que c'est intéressant. Bon, après, il fait des réflexions sur les paysans qui ne sont pas très sympas, mais il dit que le paysan propriétaire, le paysan parcellaire, c'est comme des patates dans un sac, par exemple. Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais enfin, bon, c'est pour montrer le côté très égoïste du type replié sur sa terre. Je pense qu'il va un peu loin dans sa lecture, mais cette idée, effectivement, que, au fond, la majorité du sol en France est détenue par des petits propriétaires, et me semble-t-il extrêmement juste, et fait un contraste mais complètement énorme avec ce qu'on peut constater dans d'autres pays. Alors, par exemple, l'Écosse. Vous voyez, l'Écosse, combien de propriétaires terriens en Écosse qui possèdent le sol écossais ? 50. L'Écosse appartient à 50 familles. Voilà, alors vous voyez ce que c'est que la différence, si vous voulez, entre le petit paysan parcellaire et la grande propriété rurale. Donc, des conditions, vous voyez, extrêmement favorables au développement d'une civilisation et au maintien d'une civilisation paysanne en France, faible exode rural, enfin, stagnation démographique, faible exode rural, emprise de la propriété individuelle, ce qui fait que les démographes français sous le Second Empire ont même théorisé ça. Et je crois que nous l'avons encore en tête d'une certaine manière quand on parle par exemple de l'équilibre territorial. Les démographes français ont théorisé ça en disant, voilà, sous le Second Empire, c'est l'optimum de peuplement. C'est-à-dire les campagnes, l'espace français est peuplé comme il faut. Donc la population rurale domine, hein, on est sous le Second Empire à peu près à 60% de la population qui vit en dehors des villes, et on considère que c'est l'optimum de peuplement au sens où, effectivement, la totalité du terroir et du territoire français est exploitée. Et c'est vrai que quand vous vous baladez, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Quercy, par exemple,
C'est absolument incroyable quand on se balade dans le Quercy, c'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès en termes de résidences secondaires, le nombre de fermes abandonnées qu'on peut voir, toutes ces clôtures de pierres sèches, alors qu'ils sont aussi des moyens d'enlever les pierres des champs évidemment, mais qui montrent bien le parcellaire de la propriété. Et évidemment aujourd'hui l'incroyable rétractation qu'il y a pu y avoir par rapport au 19e siècle. Alors juste pour vous donner un élément de comparaison, hein, l'Angleterre, la population anglaise est urbaine à 80% en 1890. La population française est urbaine à 80% en 1970, c'est-à-dire un siècle après. C'est vous dire que les Français, ils étaient assez contents de leur sort d'une certaine façon, en tout cas ils ne bougeaient pas trop. Et alors on le remarque d'ailleurs sur un autre mode, hein, c'est tous les pays dont j'ai parlé, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, sont au XIXe siècle des pays d'émigration extrêmement forts. Et encore plus pour certains au XXe, c'est-à-dire les Allemands, Heimat, vous voyez, bon, Heimat, il y a de l'exode rural vers les villes, mais il y a aussi beaucoup d'émigration. Hein. On va peupler le Nouveau Monde. Les Anglais sont allés peupler le Nouveau Monde, alors peut-être pour des raisons politiques ou religieuses d'abord, mais ensuite pour des raisons démographiques et économiques. Les Italiens, bon, eux aussi, ils ont contribué à... Les Français, c'était impossible. Ça a été pratiquement impossible. Les colonies françaises, pourquoi la France a perdu ses colonies d'Amérique du Nord? Parce que la monarchie n'arrivait pas à peupler. Donc il fallait aller chercher les bagnards, les filles de joie, etc., pour peupler le Québec, la Louisiane, etc., etc. Bon, les Anglais, eux, ils sont arrivés en masse, ils ont fait de l'agriculture, du commerce, etc. Ils ont pris possession du territoire. Oui, mais je m'égare. Bon. Donc cette situation fait que, du coup, au XIXe siècle, les villes croissent lentement. Les villes françaises croissent lentement. Alors que s'affirme notamment en Allemagne, mais aussi en Italie, le modèle de la ville industrielle dans laquelle vous allez trouver une espèce d'autonomie à la fois politique, financière, éducative, évidemment productive, et arraisonnant en quelque sorte la campagne autour. Le système milanais, par exemple, de l'industrie est très intéressant. Regardez comment ça s'est fait. En gros, ce sont les grandes familles milanaises, propriétaires du sol, qui ont transformé leurs métayers en sous-traitants. Et donc, on a un réseau industriel milanais qui continue encore aujourd'hui, qui s'étend pratiquement à l'échelle de la Lombardie, dans lesquels il faudrait regarder plus précisément, mais les grandes familles, y compris les grands noms de la mode que l'on connaît, sont en réalité les descendants des grands propriétaires terriens qui ont transformé petit à petit leurs fermiers et leurs métayers en sous-traitants, en organisant eux-mêmes, d'une certaine manière, la conversion économique des paysans. En France, il y a eu très très peu de situations de ce type. La seule situation de ce type, me semble-t-il, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est Lyon. Lyon, c'est, à mon avis, le seul modèle de ville industrielle tel qu'on peut le retrouver en Allemagne, en Italie ou en Angleterre. Avec quand même quelque chose de très particulier, et là qui est tout à fait spécifique à la France, qui n'est pas complètement dans notre sujet non plus, mais qu'est-ce qu'il y a dans notre sujet, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans notre sujet, bon, voilà, quand on dit la campagne et la ville, on a un peu tout dit, quoi. Bon, le modèle de l'industrie lyonnaise est quelque chose de tout à fait spécifique, c'est pas du tout un modèle salarial. Hein. Le Canut lyonnais, c'est un auto-entrepreneur. Et donc les industriels, les soyeux lyonnais, ils n'ont pas d'employés, ils ne versent pas de salaire, ils achètent la production des auto-entrepreneurs, qui se groupent ensuite dans ces fameuses maisons là, que vous connaissez tous, avec des métiers, ces hautes maisons sur lesquelles on empile les métiers à tisser. Alors que dans le même temps, les villes allemandes et les villes anglaises, elles se construisent sur le modèle de la manufacture, avec énormément d'employés, le salariat, le début du salariat, etc. La France est un pays d'indépendants. Paysans indépendants,
mais aussi artisans. Qui est-ce qui a fait la Commune de Paris? Ce n'est pas une révolution ouvrière, la Commune de Paris, c'est une révolution de la petite bourgeoisie artisanale et commerçante de la ville de Paris. Un exemple, moi, que je trouve très intéressant, c'est la comparaison qui a été faite par certains, vous voyez, entre Sheffield et Thiers. Donc dans les deux cas, hein, Sheffield et Thiers, on fabrique des couteaux, enfin des instruments tranchants, etc. Sheffield, c'est le type même de la ville industrielle à l'anglaise, donc avec des grandes manufactures où on regroupe des grandes masses ouvrières. Thiers, vous savez comment ça fonctionne, ou ça fonctionnait, Thiers. En fait, vous avez un ruisseau qui a une pente extrêmement forte. Cette pente fournit de l'énergie hydraulique. Et le long du ruisseau s'installent des paysans qui se spécialisent, et qui sont indépendants, et qui se spécialisent dans certaines étapes de la fabrication du couteau. Et en bas du ruisseau, si je peux dire, il y a la ville, enfin pas tout à fait en bas, à mi-pente, il y a la ville de Thiers, où là, il y a les commerçants et les marchands qui récupèrent d'une certaine manière les différents morceaux qui ont été assemblés. Donc c'est à la fois une chaîne avec une forme d'organisation assez sophistiquée du travail, mais c'est une chaîne d'indépendants qui installent leurs petites boutiques le long du ruisseau. Alors ça nous dit aussi autre chose sur le rapport entre urbain et rural du point de vue industriel en France, par rapport aux autres pays, c'est la question de l'énergie, qui est un point, me semble-t-il, extrêmement important. En fait, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'en France, on a anticipé cette question du développement durable. Mais je ne suis pas certain que c'était complètement voulu. En Angleterre, en fait, et en Allemagne, vous savez bien, en fait, ce qui produit de l'énergie, en fait, c'est la machine à vapeur. Alors, le grand intérêt de la machine à vapeur, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'une localisation. Hein, vous pouvez transporter votre machine, bon, à condition de pouvoir récupérer du charbon, évidemment, mais vous pouvez transporter votre machine où vous voulez, d'où la possibilité ensuite de faire des concentrations, etc. En France, le choix qui a été fait, enfin le choix, en tout cas la ligne qui a été prise de développer plutôt les énergies renouvelables, en tout cas hydrauliques, ou le bois. Vous voyez, par exemple, quand vous regardez la localisation des grands centres de poterie, ils sont parfois à côté de gisements de terre, de bonnes terres, mais souvent à côté de forêts pour pouvoir avoir accès au bois, au combustible. Donc il y a une dépendance de l'industrie française aux sources d'énergie qui sont, vous voyez, d'une certaine manière beaucoup plus souvent rurales qu'urbaines. Alors que la machine à vapeur, ça vous permet de faire de la concentration. Donc tout ça vous explique que les villes françaises, finalement, n'aient pas été, pendant longtemps en tout cas, en croissance. Ce qui fait que nous nous retrouvons à la fin du XIXe siècle dans une forme d'exception française où tous nos voisins se sont urbanisés sur le modèle de la ville industrielle. La France ne s'est pas, ou lentement, ou beaucoup plus lentement urbanisée, et l'industrie, très largement, reste encore rurale. Alors, si vous ne l'avez pas lu, donc deuxième conseil de lecture, après le 18 Brumaire de Karl Marx, lisez donc, ou relisez donc Le Tour de France de deux enfants, qui est un manuel d'éducation hyper patriotique et républicain qui a été écrit après la guerre de 70, qui raconte en fait le Tour de France de deux enfants. Et il passe par toute une série de petits bleds. Et à chaque fois, il y a plein de petites industries, des activités, etc. Enfin, bon. Donc, en réalité, l'industrie, elle est dans les petites villes, quoi, en proportion. Et d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui, proportionnellement, où sont les ouvriers, ils sont à la campagne. Alors, en masse, évidemment, il y a plus d'ouvriers dans l'urbain que le rural. En proportion, les ouvriers sont plus présents proportionnellement dans le rural, dans les petites villes, que dans les grandes villes. Donc vous voyez, nous avons une géographie qui est quand même très très particulière, qui fait que le rural, l'espace rural, pour plein de raisons, pèse d'un poids très particulier en France par rapport à ce qu'il est dans les autres pays européens, et que du coup, alors que les autres pays européens ont réussi d'une certaine manière, je ne dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, hein, à faire disparaître politiquement leur espace rural, en France c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est beaucoup plus difficile pour une deuxième raison, qui est que lorsque la Troisième République arrive à s'installer, après quelques années de flottement,
Donc vous voyez, Gambetta. Ouais. Ils ont tout à fait conscience de ce qui s'est passé au moment de l'avènement du Second Empire, et notamment de la réaction paysanne. À l'époque, globalement, les villes sont républicaines, socialistes, donc de ce côté-là, ça va, enfin, la majorité est acquise, il n'y a pas de problème. Mais politiquement, si la République veut durer, il faut qu'elle soit soutenue par la paysannerie. Et Gambetta fait tout un discours magnifique dans lequel il dit il faut que les paysans chaussent les sabots de la République. Voilà, voilà le programme. Alors, c'est pas juste un slogan, c'est-à-dire que derrière, il y a des actes. Et je dirais qu'il y a deux dimensions qui sont, à mon avis, absolument fondatrices du statut particulier de l'espace rural dans la culture politique française. La première dimension, c'est la création du ministère de l'Agriculture en 1880 et quelques, qui fonctionne, c'est Gambetta d'ailleurs qui l'a designé, si je peux dire, le ministère de l'Agriculture, sur le modèle du ministère des colonies. C'est-à-dire un État dans l'État, un système complètement intégré. Et quand vous regardez encore aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, vous avez tout dans le ministère de l'Agriculture. Vous avez la stratégie économique proprement dite, vous avez la recherche, vous avez la formation, vous avez le paysage, vous avez l'alimentation, etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, ça fonctionne. Vous allez retrouver au sein du ministère de l'Agriculture, encore aujourd'hui, un ensemble de fonctions étatiques qui n'existent pas au même état regroupé pour les autres professions en France. Et donc, en quelque sorte, les agriculteurs obtiennent leur ministère. Et on en voit toutes les conséquences encore aujourd'hui, même avec une population agricole qui est devenue ultra minoritaire. Et la deuxième chose qu'octroie le régime républicain aux paysans, eh bien, c'est la souveraineté communale. La loi communale de 1884, elle fait plusieurs choses. D'une part, elle fige la carte communale. Alors je dis pourquoi elle fige la carte communale, parce que jusqu'aux années 1880, on voit quand même, quand les villes grossissent, qu'elles absorbent, elles incorporent des communes alentours. À partir de 1880, la carte se fige et ne bouge plus, à peu près jusqu'à nos jours. Ce qui fait que... on peut avoir en France l'impression qu'on vit dans une réforme territoriale permanente, mais quand on regardait la carte jusqu'à récemment, maintenant il y a eu de grosses modifications, mais jusqu'à il y a 5-6 ans, on avait une carte communale qui était en fait la carte des paroisses d'Ancien Régime, et une carte départementale qui avait été dessinée en 1790. Voilà. Donc on pourrait dire, voilà, grand conservatoire de la cartographie politique, voire patrimoine mondial de l'humanité, quoi, si vous avez un truc comme ça. Alors que partout ailleurs, évidemment, ça a été bouleversé dans tous les sens. Alors qu'est-ce que c'est que la loi de 1884 ? Donc un, ça fige la carte, et deux, ça crée ce qu'on appelle, à travers, vous savez ce que c'est, la clause de compétence générale, la fameuse clause de compétence générale. Donc la clause de compétence générale, c'est tout simple, c'est la municipalité, la commune administre... non, la municipalité administre les affaires de la commune par l'intermédiaire de son conseil élu. Donc c'est ça la clause de compétence générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question qui échappe à la compétence du conseil municipal. Le conseil municipal est polyvalent. À la différence des autres échelons de centralisés qui sont spécialisés, plus ou moins spécialisés, le conseil municipal, lui, il a d'une certaine manière une forme de souveraineté qui ressemble en microcosme à celle de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette affaire-là ? Compte tenu que, un, on fige la carte, deux, on confère à la commune une certaine souveraineté, ça veut dire qu'en milieu rural, en gros, on donne les clés de la commune aux propriétaires du sol. Et quand vous regardez encore aujourd'hui dans les petites communes, on en parlait tout à l'heure, j'habite une toute petite commune. Bon, il y a 15 personnes au conseil municipal, 15 conseillers municipaux. Quand vous regardez qui c'est les chefs de famille propriétaires du sol.
Ce qui fait que dans les petites communes, dans les communes rurales, l'administration de la commune, en fait, c'est un syndic de copropriété. Et ça date, enfin c'est vraiment, alors je ne sais pas si ça a été pensé comme ça, mais en tout cas ça a été déclenché par cet acte fondateur consistant en gros à protéger les communes rurales d'un risque d'arraisonnement ou de domestication urbaine. Je vais aller plus vite, mais je pensais que c'est... Voilà. Enfin, enfin, bon. Alors, je vais accélérer. Les conséquences, quand même, de cette, à la fois de cette répartition dans l'espace et de ces décisions qui ont été prises pour, vous voyez, conférer un statut assez privilégié à l'espace rural, eh bien, c'est évidemment qu'on fabrique des entités politiques qui ne sont pas viables au sens de capacité d'administration. Ma commune à moi, 250 habitants, bon, elle a un budget qui lui permet d'avoir un comité des fêtes, voilà. Enfin, bon. Donc c'est un peu de l'argent de poche, enfin, je caricature, mais c'est vraiment ça. Et donc pour que ce système-là marche, fonctionne, eh bien, il a fallu progressivement organiser un déploiement de l'État, des services de l'État, servant de, je dirais, béquilles ou déambulateurs à ces petites communes, ces communes rurales, peu dotées en moyens, tout simplement parce qu'elles étaient peu dotées en moyens financiers. Hein, question de taille, question de revenus, etc., etc. Et donc, peu à peu, à partir de la fin du 19e siècle jusque dans les années 70, 1970, l'État a déployé un réseau de plus en plus dense de ce qu'on appelait à l'époque les services extérieurs, puis qu'on a appelé les services déconcentrés de l'État, qui a assisté dans tous les actes de la vie administrative, notamment les petites communes, avec plusieurs figures évidemment tutélaires. Bon, bien sûr, la figure de l'instituteur qui faisait office au début, en tout cas, souvent de secrétaire de mairie. La figure de l'ingénieur des ponts ou des travaux publics de l'État, ingénieur subdivisionnaire, ingénieur d'arrondissement, qui assurait la conduite de travaux, l'instruction des permis de construire, etc., pour les communes. La figure du comptable du Trésor, qui était là en gros pour faire la comptabilité, encadrer les comptes de la commune, etc., etc. Bref, tout un appareillage, le préfet, le sous-préfet, la femme du préfet, la femme du sous-préfet, enfin tout un appareillage qui encadre cet espace communal. Alors ça, c'est un premier aspect de la conséquence de ce poids politique et social de l'espace rural. Le deuxième aspect, c'est que la France a du coup déployé un certain nombre de grandes entreprises de services publics qui ont opéré au fur et à mesure de très fortes péréquations entre l'urbain et le rural. Alors les grandes entreprises de services publics, hein, c'est La Poste, SNCF, EDF. EDF, c'est un énorme redistributeur de fric, en fait, de la forte densité vers la faible densité. Pourquoi? Parce que quand vous payez le kilowattheure au même prix à Toulouse ou à Ussel, le coût marginal du kilowattheure est bien plus élevé à Ussel qu'à Toulouse, parce que vous amortissez beaucoup moins les infrastructures pour amener l'électricité, etc. Donc ça veut dire en clair que EDF, avec le principe du tarif unique d'électricité, non seulement achemine du courant à travers les lignes, mais achemine aussi, d'une certaine façon, de la solidarité invisible, de la forte redistribution entre les campagnes. Le principe du timbre-poste, c'est pareil, c'était pareil. Tout le monde paye son courrier le même prix. Le timbre-poste coûte le même prix partout. Sauf que acheminer du courrier dans des espaces de très faible densité, il vous faut des kilomètres de facteurs, donc ça coûte beaucoup plus cher.
que d'acheminer du courrier dans une ville, vous allez desservir beaucoup plus de monde avec un très faible rayon d'action. Donc le timbre-poste, c'est aussi un énorme dispositif de péréquation entre l'urbain et le rural. Je pourrais multiplier les exemples. Juste du point de vue des services de l'État, encore aujourd'hui, vous avez, encore aujourd'hui, hein, c'est un calcul que j'ai fait qui date de 2014-15, vous avez 55 enseignants pour 1000 élèves en Seine-Saint-Denis, vous en avez 98 enseignants pour 1000 élèves en Lozère. 2 fois plus, pratiquement 2 fois plus. Et bon, ce n'est pas un effet, je dirais, volontaire de discrimination positive. C'est que pour avoir à peu près le même niveau de service, si j'ose dire, en Seine-Saint-Denis, enfin dans des territoires très denses et en Lozère dans des territoires peu denses, vous avez besoin du double, voire du triple de présence publique. C'est aussi ce que je disais hein, sur la comparaison France-Allemagne à propos des bâtiments scolaires, par exemple. Voilà. Et donc, le troisième élément, évidemment, du chouchoutage des campagnes, si je peux dire, de ce statut très privilégié des espaces ruraux en France, c'est évidemment l'explosion de la politique agricole, de la politique agricole française à partir des années 50, l'hypermobilisation des agriculteurs autour de l'autosuffisance alimentaire et l'incroyable réussite, en tout cas au début, réussite diplomatique, hein, qui a été au début la politique agricole commune. Si c'est une incroyable réussite diplomatique parce qu'on a quand même réussi à faire payer les Allemands pendant une bonne trentaine d'années pour l'agriculture française. J'ai un ami qui dit finalement la PAC, la politique agricole commune, c'est un traité de Versailles qui a réussi. Ou un traité de Versailles intelligent. Bon. Je trouve que c'est pas faux. Les Français d'ailleurs ont commencé à se désintéresser de l'Europe à partir du moment où l'Allemagne a eu besoin de fonds structurels lorsqu'ils se sont réunifiés avec l'ex-Allemagne de l'Est. Donc voilà, ces 3 dimensions, si vous voulez, la question de la souveraineté municipale, la question du quadrillage en service et de la solidarité urbain-rurale, et la question de la mobilisation agricole, ont fait que jusque dans les années 50, 60, 70 même, c'est le moment où on commence à écrire Mandras, hein, la fin des paysans, des choses comme ça, jusque dans les années 70, le monde rural tient une place démesurée par rapport à son poids démographique et économique dans l'espace politique français. Alors démesuré du fait de la représentation territoriale, démesuré du fait évidemment du poids du Sénat qui est complètement assis sur ce morcellement communal, mais aussi quand on regarde du point de vue de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, c'est en train d'être corrigé et ça va l'être encore plus. Vous avez vu tous les débats qu'il y a, par exemple, sur le redécoupage des circonscriptions à propos consécutif au projet de réduction du nombre de parlementaires. Aujourd'hui, on a un système de découpage de circonscriptions qui est encore aujourd'hui très avantageux pour le rural, pour l'espace rural. Dans les années 2000-2010, je crois que c'est Jean Viard qui avait fait ce calcul, qui montre, enfin bon, c'est peut-être Jean Viard, qui montrait qu'il y avait une centaine de circonscriptions où, en gros, le monde agricole dans son ensemble, pas simplement les agriculteurs, hein, mais le monde agricole, c'est-à-dire les agriculteurs, les parents d'agriculteurs, tous les techniciens agricoles, les employés de coopératives, du crédit agricole, etc., représentaient à peu près 20% de l'électorat. Une centaine de circonscriptions. Alors c'est clair, aujourd'hui, on est passé à une population active agricole qui représente autour de 2% de la population totale. Mais quand vous regardez la sociologie des maires, quelle est la première profession chez les maires encore aujourd'hui? C'est agriculteur. C'est agriculteur ou retraité de l'éducation nationale. Mais je crois que, là encore, c'est un chiffre qui date un peu, mais à la fin des années 90, il y avait encore 45% des maires qui étaient agriculteurs. Donc, voilà. Vous voyez, le poids, quand même, démesuré qu'a occupé l'agriculture
à la fois dans l'imaginaire, dans l'organisation territoriale, dans la culture politique française. Ce qui fait que, évidemment, le retournement actuel est vécu d'autant plus douloureusement. Et vécu d'ailleurs, pas simplement, à mon avis, du côté rural, mais aussi du côté urbain, comme une vraie rupture avec, comme dirait Braudel, l'identité de la France. Oui, je vous engage à lire un bouquin que je n'ai pas lu, mais dont j'ai entendu parler, qui s'appelle Géographie, au pluriel, la perception du paysage chez les Français, qui est écrit par un historien, un spécialiste de géohistoire, qui s'appelle Léonard Dauphin, je crois que c'est D-O-P-H-A-N, et qui fait un essai de géographie historique sur la perception de l'espace français du XIIe au XVe siècle. À une époque où on n'avait pas de carte, et son interrogation, c'est comment est-ce que les gens en France se perçoivent l'espace. Et il montre que la dimension rurale, mais au sens de rural cultivé, pas la nature brute, hein, c'est pas les forêts, c'est pas les montagnes, c'est vraiment les paysages cultivés, c'est la première appréhension de l'espace par les Français. Et en ce sens, dit-il, c'est assez différent d'une appréhension germanique ou anglaise qui fait plus référence très vite, soit en Allemagne à une forme de nature un peu fantasmée, soit en Angleterre à une forme de nature plutôt tournée vers les loisirs, la chasse à courre, etc., etc. Alors, le retournement actuel, qu'est-ce qu'on peut dire du retournement actuel? En clair, l'État, les gouvernements sont-ils en train d'abandonner la France périphérique? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer là la genèse? Comment est-ce que finalement la campagne, les communes rurales, ont perdu leur situation, leur statut privilégié dans la République? Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Comment est-ce que finalement l'État, qui a historiquement plutôt fait alliance avec l'espace rural, progressivement s'est mis à faire alliance avec les villes? C'est très très net hein, dans les politiques d'aménagement du territoire. Jusque dans les années 70-75, même si ça devient de plus en plus hypocrite, le discours de la DATAR, donc la délégation à l'aménagement du territoire, est un discours de l'équilibre territorial. Et donc il faut équilibrer Paris avec les métropoles d'équilibre, il faut que les villes moyennes jouent un rôle d'équilibre par rapport aux métropoles d'équilibre, il faut se préoccuper des petites villes, etc. On mobilise l'espace rural autour de cette fonction productive. Donc il y a une vraie pensée, en fait, vous voyez, d'une espèce de système balancé dans lequel chaque territoire, chaque niveau de territoire, chaque spécificité territoriale va trouver sa place dans une forme d'atelier. La région parisienne comme lieu de commandement, de finance, de conception, les métropoles d'équilibre comme espace se spécialisant dans la production, les villes moyennes plutôt dans le résidentiel, la campagne plutôt dans la production alimentaire. Et on pourrait appeler ça, finalement, le schéma d'aménagement du territoire de la fin des années 60, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'égalité des places. Chacun est à sa place dans l'entreprise France, en quelque sorte, mais chacun est reconnu, d'une certaine manière, chaque type de territoire est reconnu pour la contribution qu'il porte au bien-être, à l'expansion, comme on disait à l'époque, de la nation, etc. Bon. Il y a un vrai retournement à partir des années 80 qui tient à plusieurs choses. Alors, premièrement, le système productif évolue. Et en gros, ce qui s'est passé dans l'après-guerre, dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, c'est finalement le fait que les espaces peu denses, donc plus ou moins ruraux, ont été très accueillants pour des investissements industriels manufacturiers. Et donc ce qu'on a appelé la décentralisation industrielle, en fait, qui semblait être pilotée de Paris, en réalité c'était aussi une stratégie des firmes que d'aller se délocaliser des grandes masses ouvrières de la région parisienne ou de la région lyonnaise pour aller installer de la manufacture dans les espaces ruraux, dans les espaces peu denses.
Encore aujourd'hui, quand vous discutez avec des entrepreneurs ou des industriels installés en milieu rural, ils vous disent « mais c'est génial, moi j'adore ». Bien sûr, on est coupé de tout, mais je suis le roi du pays sur mon bassin d'emploi. J'ai pas de concurrent. Donc j'ai une main-d'œuvre fidèle, etc., etc. Et donc évidemment, quand ce type de boîte ferme, comme elle a soigneusement entretenu une forme de monopole sur son bassin, c'est clair que le bassin souffre, si je puis dire. C'est une vraie fracture du bassin. Bon. Excusez-moi, j'ai passé mon nom. À partir de... Et donc, quand vous regardez la courbe des produits intérieurs bruts des différentes régions et l'évolution de cette courbe entre 1945 et 1980, vous voyez une forme de convergence. C'est-à-dire que le PIB par habitant des différentes régions converge justement du fait de cette logique de géographie industrielle, de décentralisation industrielle, et qui est en réalité le corollaire de la désindustrialisation massive des grands bassins industriels, et notamment de l'Île-de-France. On ne le dit pas souvent, mais la Seine-Saint-Denis a perdu plus d'emplois industriels que le Nord-Pas-de-Calais. Et donc le dégraissage de l'Île-de-France s'est fait aussi dans cette logique-là de décentralisation industrielle. À partir des années 80, les courbes de PIB par habitant recommencent à s'écarter. C'est-à-dire que les territoires métropolitains, et notamment l'Île-de-France, voient son taux de croissance du PIB être supérieur au taux de croissance des autres régions, dont certaines, notamment les plus anciennement industrielles, ralentissent. Et donc les écarts de production, de capacité productive se creusent. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a un changement de régime du système productif, non pas tellement un changement de nature, mais un changement de régime, au sens où les espaces ruraux étaient attractifs dans les années 60 et 70. Le même phénomène se poursuit, mais au profit des pays périphériques, des pays émergents, des pays dits du tiers-monde, etc., où on va retrouver la manufacture, ce qu'on a appelé les délocalisations. Et donc, finalement, l'espace rural se retrouve en quelque sorte victime de la mondialisation, on peut dire ça comme ça, en tout cas de la première mondialisation, la mondialisation industrielle, qui fait que l'espace rural français se retrouve directement en concurrence avec des territoires comme le Maroc, et même voire plus lointains, etc., etc. Donc ce processus de délocalisation qui frappe méchamment, d'autant plus méchamment les campagnes françaises qu'elles ont cette histoire industrielle, qu'elles ont bénéficié de la décentralisation industrielle, et qu'on est dans des situations souvent de monopole sur des bassins d'emploi. Les bonnets rouges bretons, moi je pense qu'il faudrait analyser la révolte des bonnets rouges bretons exactement sous cet angle-là. C'est-à-dire les séquelles contemporaines du succès de la politique de décentralisation industrielle des années 70, qui se retrouvent aujourd'hui avec des entreprises qui en réalité ne sont pas viables par rapport au même type d'entreprise à bas coût de main-d'œuvre installées dans des pays en développement ou émergents, pour lesquels finalement depuis les années 70, il n'y a pas eu énormément d'investissements qui ont été faits, ni en qualité, ni en qualification. Pourquoi? Parce que justement, il y avait cette posture assez monopolistique avec aussi des aides d'État, etc. Ne me faites pas plus schumpeterien que je suis. Bon. Et donc, ce que nous payons aujourd'hui dans l'espace rural, paradoxalement, c'est le succès de cette politique d'aménagement du territoire des années 60 et 70, de la politique fordiste d'aménagement du territoire des années 60 et 70. Donc, première transformation, premier basculement de la place du rural dans le système français. Deuxième basculement, évidemment, c'est, mais je ne vais pas y insister beaucoup, c'est le retournement agricole qui fait qu'en fait, les campagnes sont de moins en moins agricoles. Alors, il faut voir les économistes agricoles et spécialistes, hein, mais en gros, 80% de la valeur ajoutée agricole française est aujourd'hui produite dans 4 régions. Le reste, c'est du résiduel, c'est des niches, c'est très bien. Hein. Enfin, moi, je vis dans une niche moi-même.
c'est d'entretien de paysage, c'est tout ce que vous voulez, etc. Mais on n'est plus dans l'ordre de l'économie nationale au sens de la politique agricole, etc. Le troisième élément, c'est que le système d'administration territoriale tel qu'on en a parlé assez brièvement, donc les ingénieurs des ponts, les instituteurs, la poste, le chemin de fer, EDF, etc. Tout ça, ça marche très bien tant que vous administrez une société de sédentaires. Pourquoi ça marche très bien tant que vous administrez une société de sédentaires? Parce que vous fabriquez votre quadrillage avec la présence physique des équipements, des services, des personnes, des fonctionnaires, et vous avez en quelque sorte un public captif, sédentaire. Vous êtes chef-lieu de canton, vous êtes sous-préfecture, et donc vous administrez un bassin qui vous est en quelque sorte tout acquis. À partir du moment où les gens commencent à bouger, alors non seulement bougent pour aller vers les villes, mais finalement, quand on regarde globalement, le rural ne se dépeuple pas tant que ça, en réalité. Mais surtout, quand nous commençons tous, je dis bien tous, à faire du consumérisme territorial, c'est-à-dire, c'est vachement bien qu'il y ait une maternité dans la ville à côté, dans la ville moyenne à côté, mais quand même, je vais essayer de trouver une place au CHU de la métropole. C'est sympa que le gouvernement ait financé une université de proximité à Cahors, mais j'ai quand même peut-être regardé d'envoyer ma fille à Toulouse. Bon. Et en réalité, quand on regarde l'impact de la mobilité, de ces possibilités de mobilité étendues, en fait, ça fait de nous des consommateurs de territoire. Nous sommes devenus... au fond, on fait tous du trip advisor de service public sans le dire, d'une certaine façon. Avec le bouche à oreille, etc. Va te faire opérer au CHU de Montpellier, il y a un spécialiste du pied, je te dis pas. Voilà. C'est exactement ça. Et moi, j'ai discuté une fois avec un élu de ville moyenne qui voyait ça, évidemment, comme beaucoup, sa maternité fermée, parce qu'il y avait de moins en moins d'accouchements. Et qui voyait en même temps, qui était assez heureux de voir la mobilisation des gens dans la rue pour la défense de la maternité. Et il me disait, j'aimerais bien quand même les suivre avec leur carte vitale, voir où est-ce qu'ils sont allés accoucher. Ceux qui descendent dans la rue pour défendre la maternité. Donc nous vivons, mais je pense que c'est notre, comment dirais-je, c'est inhérent à notre mode de vie. Notre mobilité fait que nous pouvons fonctionner de manière complètement schizophrène, à la fois dans la défense et illustration d'une France éternelle, rurale, équilibrée, des petites villes, de la hiérarchie soigneusement pesée, des sous-préfectures, des préfectures, des capitales régionales, et en même temps être des consommateurs extrêmement avisés qui n'hésitent pas à faire 40 ou 50 km pour accéder à tel ou tel service. Juste pour illustrer ça, on avait fait une petite enquête sur des villes du sud du Massif central, que vous devez connaître, Rodez, Aurillac et Millau. Et on s'était rendu compte, en fait, que c'est un espace parcouru. Et qu'on sait très bien, on va aller à Rodez pour tel truc, on va aller à Millau pour tel autre truc. En fait, les clients, les usagers que nous sommes ne sont plus captifs du bassin de service. Nous mettons tous les bassins de service en concurrence. Et donc ça devient de plus en plus difficile de faire fonctionner dans un espace qui reste comme ça un système de quadrillage équilibré qui permettrait de maintenir une polyvalence de proximité. D'autres exemples. Les bureaux de poste ferment. Les bureaux de poste ferment. D'accord, mais nous n'envoyons plus de lettres. Le chiffre d'affaires du courrier diminue de 5 à 10% chaque année. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des facteurs qui font des tournées de 100 à 150 km pour ne distribuer que des prospectus et éventuellement quand même des factures. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le problème de la Poste, vous le savez, 80 000 facteurs. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire ? Et donc on essaye, par tous les moyens, de faire en sorte que les facteurs
qui naguère distribuaient des lettres d'amour, aujourd'hui prennent des photos pour les assurances, apportent des médicaments, se fassent payer pour prendre régulièrement des nouvelles du papy ou de la mamie solitaire, et de rapporter ça aux enfants. Bon, bref, enfin quelque chose qui ressemble plus à grand-chose, hein, il faut bien le dire. Enfin, c'est une espèce de je sais pas quoi, enfin, de service polyvalent, de proximité. Le CARE, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Dernier point. Le train. Bon. D'abord, lisez le rapport Spinetta, il est très intéressant, beaucoup plus intéressant que ce qu'on en dit, et il insiste d'ailleurs assez peu finalement sur le statut des cheminots et sur la question du statut de l'entreprise SNCF. Par contre, il montre ce que c'est que la difficulté du réseau français aujourd'hui, compte tenu de ça. Hein, compte tenu du fait que, en gros, il explique, mais il reprend en fait un audit de l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui avait été faite au début des années 2000, où en gros il disait il y a 22 000 km de lignes en France qu'aujourd'hui on ne sait pas soutenir du point de vue du niveau de service. Parce que c'est des lignes sur lesquelles passent moins de X trains par jour, avec des emports de l'ordre du quart, 25% à peu près de remplissage, de taux de remplissage, une incapacité à dégager des budgets pour entretenir les lignes, etc. Et la question c'est, voilà, nous voulons tous conserver la gare et le train, mais nous ne prenons plus le train. Nous ne prenons plus le train parce que dans les espaces peu denses, c'est quand même beaucoup plus pratique de prendre sa voiture. Quitte à faire du covoiturage. Hein, et donc, il en va du train comme de la maternité, comme de la poste. C'est-à-dire que dans notre mode de vie, d'une certaine manière, nous sillons la branche du modèle économique sur lequel est assis tout ce dispositif de répartition de services de proximité, etc. Et en même temps, nous souhaiterions qu'il demeure, évidemment. Et sans doute pour de bonnes raisons. On pourra y revenir dans la discussion. Et donc, ces trois éléments font le modèle productif, le modèle agricole et les conséquences de la mobilité font que progressivement, l'espace rural français, qui avait fondé sa force et sa pérennité politique au fond sur quelque chose qui était de l'ordre de la sédentarité, rappelez-vous le paysan propriétaire, et de sa force productive, l'agriculture et l'industrie, ce modèle rural est en train de disparaître aujourd'hui. Perd sa raison d'être en termes de quadrillage de proximité et peine considérablement à retrouver une place, au sens de l'égalité des places dont je parlais tout à l'heure, dans le concert productif territorial. Alors on explique, après on peut entrer dans la discussion, hein, moi j'ai pas d'opinion à ce sujet, on explique que la vocation résidentielle, de loisirs, écolo, fournisseurs de biens communs, etc., tout ça c'est l'avenir des campagnes, c'est sans doute vrai. Je pense que le problème de fond quand même, c'est qu'en quelques années, on est passé de campagnes qui occupaient une place prééminente dans le système républicain, avec un rôle extrêmement valorisé, notamment en termes productifs et agricoles, à des campagnes qui sont aujourd'hui perdues de ces deux points de vue-là. L'État a retourné complètement son système d'alliance et fait systématiquement alliance avec les grandes villes. On pourrait détailler les politiques d'aménagement du territoire, mais c'est assez net. Et ça, c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai partout. Je vous conseille de lire le bouquin de Neil Brenner, qui est un géographe, qui s'appelle Rescaling the State, donc rééchelonner l'État, où il montre comment systématiquement, depuis 20 à 30 ans, tous les États développés ont passé des accords stratégiques avec les villes et se sont d'une certaine manière détournés des espaces ruraux ou des espaces peu denses. Alors juste pour terminer, j'essaie de répondre à la question, la métropolisation est-elle une chance pour la campagne ? Ça dépend. Alors, je répondrai en fait en deux temps. Premièrement, c'est clair que la métropolisation, c'est le processus
qui a complètement détruit le modèle historique des campagnes françaises. Voilà. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de ce qu'on appelait la campagne autrefois, la métropolisation, évidemment, n'est pas une chance pour le modèle historique rural, puisque c'est plutôt son agent non pas de dépeuplement d'ailleurs, mais son agent de dilution. Bon. Alors, quand je dis métropolisation, entendons-nous, hein, c'est pas forcément parce que, bon, il y a je sais pas combien de métropoles en France, bon, en réalité, c'est des grosses villes moyennes. Hein. La métropolisation, c'est autre chose. C'est la métropolisation, bon, bien sûr, c'est de la concentration de richesses dans certains territoires, de capacité productive, mais je dirais c'est surtout beaucoup, pour moi, une conséquence de la mobilité des personnes, des biens, des services, de l'information. C'est-à-dire que le fait que métropolisation, ça veut dire que du coup, les territoires perdent de leur substance historique, hein, sont de moins en moins des lieux d'ancrage et de plus en plus des lieux de passage. Hein, c'est de moins en moins. D'ailleurs, on voit bien hein, quand on regarde les enjeux politiques aujourd'hui, même dans une grande ville par exemple, bon, on administre les habitants, on ne pense jamais au présent, aux gens qui sont effectivement présents. Hein, et en réalité, on ne sait jamais dans un territoire aujourd'hui, c'est ça la métropolisation, qui est-ce qui est effectivement présent. Vous prenez Paris intramuros, c'est 300 000 ou 400 000 habitants qui tous les jours vont travailler à l'extérieur, et 900 000 ou 1 million banlieusards qui tous les jours viennent travailler à l'intérieur, sans compter les touristes, les étudiants, etc. Donc en réalité, la maire de Paris, elle ne sait pas à qui elle s'adresse. Donc elle s'adresse par commodité à ceux qui dorment à Paris. Hein, Jean-Pierre appelle ça la démocratie du sommeil. Voilà, la démocratie territoriale, c'est la démocratie du sommeil. Vous adressez aux gens qui dorment chez vous, c'est eux les citoyens, en quelque sorte. Mais vous avez une incertitude permanente sur qui sont présents. Qui sont les présents. Et pour moi, la métropolisation, c'est ça, en fait. Hein. C'est essentiellement l'habilité des choses, des personnes et de l'information qui fait que les territoires n'ont plus du tout la même consistance qu'autrefois. Et donc, quand je dis la métropolisation est un agent de dilution du modèle rural classique, je pourrais dire aussi que la métropolisation est un agent de dilution du modèle urbain classique. Et donc, ce n'est pas la victoire des villes sur les campagnes, vous voyez ce que je veux dire. C'est le changement complet de statut de ce que c'est qu'un territoire, au sens de territoire politique, territoire administré, etc. Je dis pourquoi c'est un agent de dilution de la ville, parce que vous voyez bien qu'il ne suffit pas aujourd'hui en France d'être métropole pour afficher des bilans économiques positifs. Hein. Vous avez 22 métropoles en France, il y en a en réalité 6 qui créent véritablement de l'emploi et de l'activité. Donc c'est peut-être une condition nécessaire, et encore c'est même pas sûr, parce qu'il y a plein d'exceptions, c'est pas une condition suffisante. Donc dans un premier temps, je dis, ouais, effectivement, la métropolisation, c'est pas l'ami des campagnes. Voilà. Après, dans un deuxième temps, il faut regarder aujourd'hui ce qui est en train de se jouer en termes de recomposition, reconfiguration spatiale. J'en terminerai par là. Au fond, ça fait longtemps que les géographes et les sociologues de l'INRA l'ont diagnostiqué, mais on assiste à un éclatement du modèle rural. C'est-à-dire qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, quelques campagnes hyper productives, quelques espaces ruraux hyper productifs qui assurent à peu près 80% de la valeur ajoutée agricole en France. Donc c'est vite vu, hein, vous voyez là, il y a 2 ou 3 régions d'élevage, 4 ou 5 régions céréalières et 2 ou 3 régions viticoles, quoi. Et une fois que vous avez pris ça, vous avez même, je dirais, plus que 80%. Donc il y a des campagnes productives dans lesquelles effectivement l'activité principale demeure une activité principale, l'activité productive. Vous avez ce que les sociologues de l'INRA appellent les campagnes des villes, en fait, qui sont devenues effectivement des espaces de loisirs, de résidences secondaires, ou de résidences même principales pour des migrants alternants, alors soit quotidiens, soit saisonniers, soit hebdomadaires, etc. Vous avez des espaces ruraux, sous-peuplés, mais pas forcément sinistrés. Je pense au Massif central, on parlait du sel tout à l'heure. Moi, j'ai pas mal travaillé sur le plateau de Millevaches. On ne peut pas dire que ce soit des espaces sinistrés, c'est des espaces sous-peuplés dans lesquels les gens sont pauvres,
Mais il est en train de se passer, à mon avis, autre chose qu'un simple revival de la ruralité, ou même un arraisonnement résidentiel par les urbains, etc., etc. Et puis vous avez un quatrième type de campagne, qui sont en fait les campagnes industrielles qui n'en peuvent plus et qui n'arrivent plus, mais comme toutes ces grandes régions de l'Est et du Nord de la France, à retrouver un modèle industriel ou un modèle économique qui leur permette de repartir. Et effectivement, quand on regarde du point de vue des indicateurs, purement des indicateurs socio-économiques, les campagnes qui vont bien, ce sont les campagnes résidentielles. Voilà. Parce qu'elles reçoivent le revenu, l'argent urbain. Bon. Mais évidemment, si on prend juste cet indicateur-là, l'indicateur du revenu, on va valoriser un certain type d'activité. Si on prend l'IDH, en revanche, eh ben c'est le Limousin qui est en tête. Hein, indicateur c'est le dernier PIB par habitant de l'Hexagone, de la France hexagonale, mais c'est le premier IDH, le Limousin. Voilà, et donc, tout ça pour dire que selon le point de vue, vu cet éclatement du modèle rural, selon le point de vue qu'on va adopter, si on prend un point de vue monétaire, on va dire oui, ben, il vaut mieux être dans l'orbite d'une métropole. Si on prend un point de vue de santé humaine, on se dit, bah ouais, non, peut-être il vaut mieux être éloigné d'une métropole. Si on prend un point de vue plus bien commun, on va valoriser autre chose. Alors évidemment, quand on va regarder les campagnes industrielles historiques, là, de toute façon, à la fois ils meurent jeunes, ils n'ont pas de sous. Et donc là, on peut se dire, mais vous voyez, c'est d'une certaine manière l'anti-modèle, parce que c'est des territoires justement non métropolisés d'une certaine façon, qui n'ont pas raccroché les wagons. Et la vraie France périphérique, d'une certaine façon, c'est là qu'elle se trouve, dans ces territoires du nord et de l'est de la France, qui n'ont jamais retrouvé un deuxième souffle après la désindustrialisation. Donc c'est un peu aussi ce que j'appelais les campagnes victimes collatérales et de longue durée, des Trente Glorieuses et de l'aménagement du territoire. Voilà, je m'arrête là. Merci Philippe. Alors, des questions dans la salle? Tu leur as fait peur, je crois. Alors, moi j'en avais une, alors je peux peut-être commencer, ça permettra à tout le monde de se ressaisir un peu. Tu parlais surtout sur cette question de la propriété, qui était un des éléments un peu de la campagne. On en a plus parlé un peu à la fin sur cette question des grands propriétaires terriens, et notamment sur ces campagnes un peu industrielles du nord de la France, où juste s'il y avait des éléments là-dessus, notamment on se rend compte aussi que du côté de Lille, c'est un peu les grandes familles qui avaient les industries, qui ont maintenant les entreprises de services, Auchan, Decathlon. Et est-ce que cette permanence de la propriété peut expliquer aussi ces différences entre les types de campagnes évoquées? Bon. Non, moi, je pense que c'est une question très intéressante. Je ne suis pas suffisamment savant. Il faudrait relire là, ce que dit Marc Bloch là, dans les caractères originaux des campagnes françaises, qui est vraiment un très très beau bouquin. Et il faudrait relire aussi ce que dit Siegfried là, dans le tableau politique de la France de l'Ouest. Mais je pense que c'est extrêmement déterminant, le régime de la propriété. Est-ce que c'est grande ou petite propriété? Est-ce que c'est propriété avec, comme on dit en agriculture, faire valoir direct ou fermage, métayage, etc. Est-ce qu'on a des propriétaires résidents ou des urbains propriétaires de terres agricoles? Enfin, tout ça, à mon avis, a des effets extrêmement structurants sur la société, le mode de production, le mode de vie, et ensuite le mode d'occupation de l'espace. On avait fait un travail, mais qui n'est pas complètement abouti, où on avait regardé le peuplement de la Picardie, des campagnes picardes, parce qu'on a maintenant, hein, on a cette plateforme-là qui s'appelle Cassini, où on a le peuplement de toutes les communes françaises depuis 1802, je crois, enfin, depuis le premier recensement officiel. Donc on avait fabriqué une espèce d'animation pour montrer
les moments de peuplement, de dépeuplement et de repeuplement. Et on montre que en 2017, alors on est dans des territoires de grande propriété, hein, Ah voilà, ok. mais aux alentours de 2000, on retrouve, alors ça ne répond pas exactement à ta question, mais on retrouve le niveau de peuplement de 1850. Et dans les mêmes endroits, hein, c'est ça, c'est les mêmes lumières qui s'allument. Alors après, on n'est pas allé regarder dans le parcellaire ce que ça donne, mais d'où l'hypothèse qui était que la périurbanisation et la maison individuelle étaient le modèle actualisé du paysan parcellaire. C'est peut-être un peu rapide comme hypothèse, mais ça nous paraissait intéressant. L'autre élément, évidemment, c'est que plus la propriété est morcelée, plus le contrôle des sols est difficile. Et plus, évidemment, ça facilite ce qu'on appelle le mitage, etc. Outre le fait que c'est pas très hospitalier, une des raisons pour laquelle l'Écosse est protégée, c'est évidemment quand on a 50 familles qui possèdent le sol, c'est beaucoup plus facile d'éviter le lotissement, la petite maison dans la prairie, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire vive la propriété, la grande propriété, hein, mais en tout cas, on voit bien que c'est très structurel. Moi, ce qui m'a frappé dans le Nord, c'est qu'on avait des systèmes de propriété du sol, effectivement, qui appartenaient notamment aux mines et à la sidérurgie, hein, avec là, effectivement, comment dirais-je, une propriété beaucoup moins morcelée, mais avec un très fort cloisonnement, c'est-à-dire chaque entreprise s'accapare son espace, la main-d'œuvre qu'il y a autour, avec le système d'habitat, des corons, etc. Et un peu comme ce que je disais des entrepreneurs ruraux, s'assure le monopole sur son espace. Ce qui fait que quand l'entreprise s'en va et ferme, les types se retrouvent justement, c'est le cas de le dire, sur le carreau parce qu'il n'y a pas de solution de remplacement. Et ce qui était très frappant, c'est qu'on voyait que la mobilité en Nord-Pas-de-Calais notamment était très faible parce que les gens avaient été tellement habitués à avoir l'usine à côté de la porte et à avoir cette logique de recrutement de proximité, etc., que l'idée qu'il puisse y avoir du travail dans le bassin d'emploi du propriétaire voisin n'était pas complètement présente. Alors, il commence à bouger un petit peu maintenant. Donc oui, alors voilà, encore une fois, ça a un effet, je trouve, y compris, oui, sur la mentalité, la mobilité qui est extrêmement puissant. Pourquoi est-ce que l'exode rural est si fort et si précoce en Angleterre ? C'est la logique dite bien connue, qu'on répète à l'envi, des enclosures, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens ruraux, les grandes familles britanniques qui clôturent leur espace, donc qui interdisent notamment, vous savez, le droit de veine pâture, c'est-à-dire le bétail qui va bouffer, ce qui est quand même un revenu vachement important pour les ruraux. Pourquoi est-ce qu'ils interdisent le droit de veine pâture ? Parce qu'ils se réservent l'espace pour leur propre exploitation et pour leur propre loisir. Et donc ça a un effet accélérateur de l'exode rural, ce truc-là. Et en France, c'est jamais arrivé comme ça. Et il faut lire ce que raconte Marc Bloch sur les communaux, parce que vous savez, il y a tout ce débat là, the tragedy of commons, ouais, la tragédie des communaux, qui nous explique que les biens communs n'appartenant à personne tombent nécessairement en désuétude. Bon, et ce que montre Marc Bloch, ce que montre aussi Elinor Ostrom, quand même, mon prix Nobel de littérature, d'économie, pardon, de la littérature qu'elle fait, c'est qu'au contraire, les communaux font l'objet d'un soin collectif parce qu'ils sont la condition de la survie et de l'équilibre économique de la communauté villageoise. Alors, quelques questions, mais rapides. Mais quelques questions quand même. Paul ? Je ne suis pas sûr qu'elle sera rapide, mais enfin ma question sera rapide, mais peut-être pas la réponse. Vous avez commencé par faire un peu de comparatisme de l'histoire de la campagne française. Est-ce que vous pouvez rapidement comparer la situation que vous avez décrite des campagnes en France avec celle qu'on voit sur cette carte ? Alors là encore, je suis mon savoir ne s'étend pas à la totalité de la banane bleue. En revanche, j'ai pas mal travaillé sur ce qu'on appelle les districts italiens.
Et alors, justement, c'est très intéressant, les districts italiens. Donc, on est dans cet espace-là de l'Italie du Nord, qui est une espèce de conurbation, mais avec, si j'ose dire, des vrais morceaux de campagne dedans, quoi. On a un régime de petites entreprises qui bossent, alors qui sont pas forcément dans les grandes villes, qui peuvent être dans des petites villes ou des villes moyennes. Donc c'est pas du tout le modèle de la concentration métropolitaine, c'est ça que je veux dire, même si on est dans une conurbation. Et qui fonctionne en cluster ou en district ou en grappe, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire vous avez une vallée qui est spécialisée, qui fabrique 80% des montures de lunettes mondiales. Vous avez la vallée de la chaussure de sport. Vous avez en Toscane le district des bijoutiers, le district de la mode, ceux qui font ce qu'on appelle pronto moda, c'est-à-dire la capacité de réassortir tout de suite, de fabriquer très vite, très rapidement des séries qui vont réassortir les magasins, etc., etc. Et donc, à chaque fois, vous avez 50, 100, 200 toutes petites entreprises qui sont regroupées. Donc, on n'est pas du tout dans un modèle métropolitain, on n'est pas du tout dans un modèle de concentration, on est dans ce modèle, finalement, d'interpénétration rural-urbain. D'une certaine manière, la distinction n'existe plus. Et où les entreprises fonctionnent, on la joue groupée, quoi. C'est le principe du district. Ce qui fait que c'est grâce à ça. Enfin, il y a la grosse industrie milanaise et turinoise. L'industrie turinoise se casse un peu la figure, mais la grosse industrie milanaise est quand même très performante. En fait, les districts, vous voyez, en gros, c'est Toscane, Émilie-Romagne, Vénétie julienne, et puis un bout de Lombardie. Et c'est cette partie-là, comme ça. Et bien, grâce à ça, l'Italie a une balance commerciale industrielle largement excédentaire et largement supérieure à la France. Donc ça, c'est un modèle d'évolution de la ruralité. Moi, je pense qu'il y a le modèle anglais d'évolution de la ruralité qui est un peu l'inverse. Qui est plutôt la ruralité conservée dans une logique vraiment de loisirs, de paysage, au fond de jardin à l'anglaise. Quand on se balade, c'est impressionnant, moi je trouve. Bon, alors c'est vrai que les Cotswolds c'est un peu chicos, mais les Cotswolds c'est un peu le royaume du prince Charles. Hein, vous voyez ce truc-là, ouais. Sa fondation écolo, jardinier, tout ça. Il faut aller dans les boutiques du Prince Charles, c'est quand même génial, parce que vous avez tout l'accessoire du jardinier écolo, quoi, avec le tablier en lin qui va bien, fabriqué de manière éthique, enfin bref, par des coopératives de femmes autonomes maliennes. Et le tout dans un décor d'une campagne absolument charmante, léchée, des très jolies maisons à colombages, des villages tous plus charmants les uns que les autres. Alors, c'est pas vrai partout, hein, mais quand même, globalement, la campagne anglaise, c'est une campagne récréative, paysagère. Il faut voir le nombre de gens qui vont, par exemple, dans le Pays des Lacs, vous connaissez, le Lake District, ou même, des endroits quand même qui sont assez désolés, les Landes du Yorkshire. Bon, il faut y aller, quoi. Et ben, l'été, c'est bourré de monde, le mur d'Adrien. Enfin bon, donc c'est une expérience de la ruralité et du paysage qui est très différente de la nôtre. Nous, par exemple, quand on fait du tourisme vert, certes, il y a du monde, mais on va dans un gîte, vous voyez. On va passer quelques jours sympas dans un gîte avec des gens avec qui on échange, etc., etc. Bon, on va faire du canyoning aussi, enfin des trucs comme ça, mais il n'y a pas cette ferveur paysagère qu'il peut y avoir en Angleterre. Bon, je fais un peu de culturalisme facile, hein. Bon, et c'est aussi parce que la production agricole anglaise s'est complètement effondrée dans les années 60. Hein. Ils ont encore moins d'agriculteurs que nous et finalement une production agricole qui est très très faible. Vous avez un troisième modèle, moi, que je trouve absolument génial, c'est l'agriculture sans campagne, l'agriculture purement urbaine, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, là où on produit, vous avez de la campagne dans les Pays-Bas, mais qui est de la campagne un peu au sens anglais, paysagère, récréative. Là où on fait de l'agriculture aux Pays-Bas, c'est dans la Randstad, en fait.
C'est entre Rotterdam, Amsterdam, La Haye, etc. Et quand vous vous baladez entre ces villes, je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, il n'y a pas 1 cm² de terrain qui ne soit occupé par des serres. Et donc, en fait, l'agriculture urbaine, ils l'ont inventée. Enfin, on en rêve, on en parle, on en discute, etc. Elle existe aux Pays-Bas. Ce qui fait qu'ils produisent aujourd'hui une valeur ajoutée agricole supérieure à la valeur ajoutée française. Et uniquement, très largement, avec de l'agriculture urbaine. Alors, la contrepartie, évidemment, c'est que pardonnez-moi l'expression, toute la merde qu'ils produisent, ils ne peuvent pas la stocker sur place, donc ils exportent leur fumier. Le lisier aussi. Et puis, ils exportent aussi d'ailleurs leurs agriculteurs parce qu'il n'y a pas de terre, quoi. Ils sont vraiment les uns sur les autres. Mais c'est un 3e modèle. Pour l'Allemagne, je ne sais pas. Ça, il faudrait aller voir parce que, comme ils ont récupéré quand même des espaces assez importants, je ne sais pas du tout, par exemple, comment ça se passe en ex-Allemagne de l'Est. Comment sont devenues, on parlait de propriété, les fermes d'État, qu'est-ce qu'elles sont devenues les fermes d'État, ça serait intéressant à regarder, mais là je peux pas vous le dire. Mais effectivement, vous voyez, on a des modèles de ruralité qui sont extraordinairement différents, et vous voyez, la ruralité industrielle de l'Italie, la ruralité récréative Il faut qu'on s'arrête là ? Voilà, il faut qu'on s'arrête. La ruralité récréative du Royaume-Uni, et l'agriculture sans ruralité des Pays-Bas. En fait, je trouve que ça vaut le coup de se balader en Europe pour ça. Merci beaucoup, Philippe. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc après avoir parlé métropolisation aujourd'hui, la semaine prochaine, ça sera au sujet de la mondialisation. Donc on reçoit Saskia Sassen. Merci.